raconte. Christophe Andelatte. Mon histoire est tirée d'un livre best-seller sorti en 1978 et qui a bouleversé toute une génération. Moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué. L'histoire vraie d'une jeune Allemande de 13 ans tombée dans l'héroïne et la prostitution dans le Berlin des années 70. Voici donc cette histoire bouleversante. Je l'ai écrite avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. L'histoire mythique de Christian F., Christian Felcherinow, débute dans l'Allemagne de la fin des années 60. En 1968, les parents de Christian quittent la campagne pour venir s'installer en ville, à Berlin, dans le quartier de Kreuzberg, avec un projet fou pour des campagnards. Ils veulent monter une agence matrimoniale à Berlin. Ça ne marche pas, bien sûr. Et c'est l'échec du projet professionnel des parents qui va plonger toute la famille dans le chaos et signer le début de la dégringolade de la petite Christiane. D'abord, il faut déménager. Il faut quitter le grand appartement de Kreuzberg pour un HLM, beaucoup plus petit, dans l'une de ces cités folles qu'on construit à l'époque, la cité Gropius. Un alignement de barres de béton prévu pour loger à terme 45 000 personnes. Une folie, je vous dis. Et c'est là, dans ce décor de béton gris, dans cette cité grouillante d'enfants où il est interdit de marcher sur les pelouses, que commence la nouvelle vie de Christian F. À jouer à la guerre, avec des meutes d'enfants, en bas de son immeuble. Dans la nouvelle école de Christian, c'est pareil, hein. Ça grouille. La classe se fait dans un brouhaha permanent. La maîtresse se fait chahuter. On se bat parfois en plein cours. Et là-haut, à la maison, au sommet de la grande barre de béton, le père, son père, ne s'est jamais remis de son échec, de cette agence matrimoniale qui n'a pas marché. Alors il passe des journées entières, prostré, à picoler. Et le soir, c'est l'enfer. Les coups pleuvent sur la fille et sur la mère. Christiane découvre le plaisir de plaire. Alors désormais, elle se coupe la frange elle-même avec un ciseau à ongles. Et elle réclame des jeans. Et elle pique les chaussures à talons de sa mère. Les garçons qui lui plaisent? Oh, certainement pas ceux qui jouent au foot en bas, hein. Christiane préfère de loin ceux qui fréquentent le coin fumeur du collège. Car elle vient de se mettre à la clope. Et c'est au coin fumeur qu'elle fait la connaissance de Cassie. Une fille de sa classe, plus grande, plus mature que les autres. Et c'est elle qui lui enseigne l'art de sécher les cours. Oh ben c'est simple, tu vas à la première heure, ben tu réponds présent, et après t'es tranquille, ils font plus la peine. Et c'est aussi grâce à Cassie que Christiane découvre la maison du milieu. Une maison de jeunes au cœur du quartier Gropius. Une maison tenue par l'église évangélique. Mais ne vous faites pas d'illusions, elle n'y va pas pour prier ou pour lire l'évangile. Elle y va pour les garçons. À l'église des années 60. C'était plus détendu, hein. À la maison du milieu, il y a des garçons très cool. Des garçons de 15 ans avec une barbe naissante qui fument du hashish. C'est dire s'ils sont cool. Au début, comme elle n'a que 12 ans. Quand ils font tourner la pipe à eau qui fait tourner la tête. Ah non. Non merci, j'aime pas ça. Et puis, elle s'y met. Une latte par-ci, une latte par-là. Franchement, au début, ça ne lui plaît pas et ça ne lui fait rien. Et puis finalement, oh, ça fait du bien de planer un peu. Et bientôt, elle fume du shit tous les soirs. Officiellement, évidemment, les animateurs de la maison du milieu sont contre. Mais en vérité, ils fument, eux aussi. Ah, les années 60. Pour ne pas faire la pain-bêche, Christiane se met aussi à picoler. Et à 12 ans, elle prend la première cuite de sa vie. La passion de Christiane à cette époque-là, ce sont les animaux. Là-haut, dans l'appartement familial au sommet de la tour, elle a un chien, 2 chats, 2 souris et 2 canaris. Mais son beau-père Klaus n'en veut plus. « Oh, House, hein, dehors tout ça, hein. L'appartement est trop petit. » Donc,
eh bien, il se débarrasse des animaux. À partir de maintenant, Christiane n'a plus aucune raison de rester chez elle. Aucune. Un soir, Piet, un type de 16 ans trop cool, lui propose son premier cacheton. Essaye, va. C'est du LSD. Ouah, la tête des gens dans le métro après. Leur silhouette grotesque. Un autre jour, un gars trop cool, encore un, rapporte de l'éphédrine et du mandrax, un stimulant et un somnifère, et toutes sortes de pilules qu'on fait descendre avec de la bière. T'en veux, Christiane? Oui, pour essayer. Mais elle a toujours 12 ans. Et elle est obligée de trafiquer sa carte d'identité pour rentrer au Sound, la discothèque en vogue. Elle y va tous les samedis. Et elle rentre par le dernier métro. 12 ans. Désormais, Christiane avale 4 à 5 cachetons d'éphédrine par jour. C'est au Sound que Christiane rencontre Atse, un beau garçon de 16 ans qui a l'assurance d'un homme. Et elle en tombe folle amoureuse. Et avec Atse, elle s'enfonce dans le LSD. Mais il y a une chose qui est bien claire dans sa tête, bien claire. Tout sauf l'héroïne. Ils se le sont jurés, tous ceux de la bande de la Maison du Milieu et ceux de la bande du Sound. Tout sauf l'héroïne. Une règle d'or qui tient jusqu'au réveillon de Noël. Et puis à Noël, au Sound, tout a changé. Maintenant, l'héroïne fait des ravages. Dans notre bande, on ne parle plus que de ça. Au fond, tout le monde est contre. On a déjà vu suffisamment de gens démolis par l'héroïne. Mais ça n'empêche pas les gars d'essayer, l'un après l'autre. Et la plupart, après la première pécouse, restent accrochés. Et pourtant, elle résiste. L'héroïne m'inspire une sainte horreur. Quand il est question de ce truc-là, je me rappelle brusquement que j'ai 13 ans. Les gens qui nous regardent avec le plus grand mépris. Le hashish, ils appellent ça la drogue pour les bébés. Mais cette drogue-là me répugne profondément. C'est le fond de l'abîme. Elle, pour l'instant, elle en reste au comprimé, l'éphédrine, et maintenant le captagon. Tous les samedis, elle s'enfile 2 captagons, 3 éphédrines, des comprimés de caféine, auxquels elle ajoute plus tard dans la soirée un mandrax et un valium. Quand elle rentre chez elle, Christiane dort 24 heures d'affilée. Sa mère est inquiète. Christiane la rassure. « Tu sais, maman, c'est normal que je dorme le matin. Je suis en pleine croissance, en pleine puberté. Ils sont tous comme ça dans ma classe. » N'empêche que Christiane voudrait bien arrêter les cachetons. Elle se sent malade, elle se sent fatiguée. Mais arrêter, elle ne tient jamais plus de 3 semaines. Et elle replonge. Le grand choc de Christiane dans ces années-là, c'est David Bowie. C'est son idole. Et un jour, sa mère lui offre 2 places. Tiens, c'est pour toi. C'est 2 places pour le concert de Bowie. T'y vas avec qui tu veux. Elle choisit de l'offrir à Frank, le gars de la bande le plus fan de Bowie, au point de lui ressembler. Mais aussi le plus shooté de la bande. On l'appelle Maccabée, tellement il est gris et maigre. On de la raconte. Dans la bande de la Maison du Milieu, ils sont maintenant 4 à avoir passé le cap. Et bientôt, le petit ami de Christiane, Detlef, plonge aussi. Au Sound, Christiane a de nouvelles copines, Babsi et Stella, 12 et 13 ans. Mais elles s'habillent et se maquillent pour avoir l'air d'en avoir 16. Elles tournent au LSD et au barbiturique, mais elles aimeraient bien essayer l'héros. Étonnamment, Christiane essaye de les en dissuader. « Fais pas ça, Babsi. Fais pas ça, c'est de la merde. » Dans quelques mois, Babsi fera la une des journaux de Berlin en devenant la plus jeune des morts par overdose. 12 ans. Pour l'instant, Christiane en est restée au sniff, alors que son copain Detlef se shoot. Ça lui fait toujours peur, une piqûre. Mais quand l'été arrive, elle passe au shoot avec Detlef.
Ça se passe dans les toilettes publiques de Potsdamer-Straße, un endroit franchement dégoûtant. Detlev se pique le premier. Et puis c'est le tour de Tina. Et après, l'aiguille est complètement bouchée. Elle est inutilisable. Alors un autre type est venu se piquer dans les WC, un type au dernier stade de la déchéance. Je lui demande de me prêter ses ustensiles. Mais brusquement, ça me répugne de m'enfoncer cette aiguille dans la veine. Alors je suis obligé de demander au type de m'aider. Il comprend tout de suite que c'est mon premier shoot. Et comme mes veines sont à peine visibles, il a du mal à en trouver une. Et finalement, il m'injecte toute la dose. Je pars comme une fusée. Et tout de suite après, c'est le brouillard. Christiane est un peu jalouse que Detlev tapine, que son chéri parte avec des hommes. Mais en même temps, il ramène de l'argent. Ils ont tellement besoin d'argent, de plus en plus besoin. Alors elle ferme les yeux. Le manque. C'est sa première crise de manque. Elle est désormais physiquement dépendante de l'héroïne à 14 ans à peine. Elle est au fond du trou. Ils ont 2 heures grand maximum pour trouver de la dope. Après, c'est l'enfer. Un jour, ça leur prend alors qu'ils sont fauchés. 2 heures. Ils ont 2 heures devant eux, sinon ils vont en crever. Alors Detlev se précipite à la station de métro Zoo où il espère trouver un client. Et Christiane, à côté, se met à faire la manche. Une Mercedes s'arrête à son niveau. « Mademoiselle ? Mademoiselle, pour 100 marks, vous montez ?» Elle a toujours refusé. Ça l'a toujours dégoûté. Mais là, elle monte. « Je suis d'accord, mais... je vous branle juste. Juste, je vous branle. » Pour 100 marks. L'homme trouve que c'est un peu cher payé, mais... elle est très jeune. Alors il accepte. Et voilà comment Christiane fait sa première passe. Et 100 marks, eh ben c'est pas mal. Au métro Zoo, il y a des filles de 14 ans qui le font pour 10 marks. Alors après, elle court rejoindre Detlev, qui est en pleine crise de manque. Ils se font leur shoot. Oh, ça va mieux. Dire qu'il y a 1 mois, elle était vierge. Désormais, Christiane a un client régulier. Elle le surnomme Max le Bègue. C'est un pauvre type. Quand il était petit, sa mère prostituée le battait, et le Mac de sa mère aussi. Il n'a jamais appris à parler correctement. Son grand plaisir, c'est de se faire fouetter. Et voilà Christiane à 14 ans qui se retrouve les seins à l'air à lui zébrer le dos à coups de fouet. Elle s'enfonce un peu plus dans l'enfer. J'en connais quelques-uns de ces vieux toxicos. Ils se piquent depuis au moins 5 ans et ils sont pas morts. Ça fait bien de raconter qu'on les connaît. Mais en vérité, je les méprise. Eux, c'est vraiment la déchéance complète. Ils nous inspirent une peur bleue à nous les jeunes. Quand ils sont en manque, ils sont capables de vous assommer pour vous faucher la came. Tout ça pour dire que Christiane, du haut de ses 14 ans, n'a pas encore touché le fond. Et ce qui est dingue, c'est que sa mère ne s'est aperçue de rien. Et un jour, instinct de survie, Christiane lui dit tout. Tout. Écoute chérie, c'est décidé, je vais prendre des congés, je vais arrêter de travailler quelque temps. Tu vas te sevrer, à la maison, et je serai avec toi. Je vais pas te laisser tomber. Et s'il le veut bien, il faut que Detlev arrête aussi, En même temps, sinon ça marchera pas. Il est d'accord. Et les 2 gamins commencent leur sevrage à la maison, sous l'œil de la mère, à coups de tranquillisants et de somnifères, pour tenter d'atténuer le manque. C'est terrible. C'est très douloureux. Les 2 adolescents transpirent comme des bœufs et la mère essuie leur sueur avec un gant de toilette. Et au bout de 7 jours, ça y est, le sevrage est terminé. Et qu'est-ce qu'ils font tous les 2, Christiane et Detlev? Ils sortent se dégourdir les jambes. Et où vont-ils? Eh ben, ils vont prévenir leurs copains de la station Zoo qu'ils sont vivants. Et 1 heure après, ils se font un shoot. La dégringolade reprend. Un jour, sa mère débarque avec le journal à la main.
Elle le lui fourre sous le nez. « Regarde, Christiane, regarde. Un jeune Berlinois meurt d'overdose. Regarde comment tu vas finir. » Elle regarde la photo. C'est Tatsé. C'est son premier amour. Il est mort. Ce serait si simple si la peur pouvait la débarrasser de cette fichue dope. Ça serait si simple. Un après-midi, Christiane veut se faire un shoot chez elle. Mais elle n'a pas de citron pour diluer la cam, alors elle prend du vinaigre. L'effet est foudroyant. Elle tombe dans le coma. Elle se réveille 1 heure plus tard avec la seringue dans le bras. Oh, cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Ça s'est passé comme ça pour les autres, hein, ceux qui sont morts. Plusieurs fois, ils ont perdu connaissance, et puis un jour, ils se sont pas réveillés. J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir seul. Les toxicos meurent seuls. Le plus souvent dans des chiottes puantes. La mère est désespérée. Elle cherche de l'aide partout, dans les services sociaux et les centres antidrogue. 14 ans, vous dites qu'elle a ? Ah non, notre centre n'est pas du tout adapté pour cet âge-là. Elle est trop jeune. Elle n'entre dans aucun protocole. Il y a peut-être un organisme qui veut bien la prendre. Narconon. Mais c'est très cher. Tant pis, la mère se saigne aux 4 veines et Christiane entre à Narconon. Le premier jour à Narconon, Christiane raconte une séance très étrange. Elle est enfermée dans une pièce vide. Regarde le mur. Approche-toi du mur. Touche le mur. Regarde le mur. C'est censé lui faire prendre conscience de ce qui l'entoure. Les années 70. Mais au bout de 15 jours, elle s'enfuit. Ça marche rarement, la première fois. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait d'après vous ? Elle file au métro Zoo, bien sûr. Detlev n'est pas là, mais elle y retrouve Babsi, sa meilleure amie, qui ne pèse plus que 31 kilos. Est-ce que c'est ça qui l'a fait retourner à Narconon ? Elle y retourne, en tout cas. Babsi est morte. 14 ans. C'est le foie qui a lâché. Babsi est cette année-là, en 1977, la 46e victime de la drogue à Berlin. À la fin de l'année 1977, on en comptera 84. Une hécatombe. Ça serait si simple si de voir mourir Babsi lui donnait la force d'arrêter d'un coup. Elle n'y arrive pas. Elle sort du centre de désintoxication, elle rechute. Elle y retourne, elle rechute encore. Et elle recommence à se prostituer, et elle se lance même, à un moment, dans le deal d'héroïne. Detlev fait une overdose. Il s'en sort de justesse. Et puis un jour, sa mère débarque avec 2 billets d'avion. Pour elle, un aller-retour, mais pour Christiane, un aller simple. Je t'amène à Hambourg, Christiane. Là-bas, ta tante et ta grand-mère vont s'occuper de toi. Il faut que tu partes loin de Berlin, tu sais. Loin de la station Zoo, et de tous ceux qui cherchent qu'à t'entraîner vers le bas. Hein, Christiane ? La tante et la grand-mère essayent de la rescolariser, mais le collège n'en veut pas, une toxico. Alors ce sera l'apprentissage. Avec le temps, Christiane se fait quelques amis au village. Elle rencontre un garçon qui lui fait découvrir la lecture. Elle fume des pétards, hein, et elle prend de temps en temps du LSD. Dans ces années-là, même dans un petit village, difficile d'y échapper. Mais pour le coup, c'est de son âge. Et le week-end, tous ensemble, ils font des fêtes dans leur QG. Et là, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le métro Zoo. C'est une immense carrière de gypse de 100 mètres de profondeur dans laquelle pousse une végétation très étrange. C'est un trou. Et c'est là qu'ils font leur fête d'adolescents.
Christiane en est sortie. Quelques mois plus tard, 2 journalistes lui proposent de raconter son histoire dans un livre. Ce livre va devenir un best-seller mondial. Moi, Christiane F., 13 ans, drogué, prostitué, qui sort en 1978. Et qui sera adapté au cinéma avec David Bowie dans le rôle de David Bowie. Le premier concert du premier sniff à l'héroïne. Et à la fin des années 70, toute ma génération a lu ce livre. On se le refilait dans la cour du collège ou du lycée, et nos parents aussi l'ont lu. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et je m'aperçois qu'on a le même âge, Christiane Felcherinoff et moi, et vous n'en êtes pas loin, hein, docteur Morel, je pense, autour de ça. Est-ce que c'est une histoire, dans votre vie de psychiatre spécialisé dans l'addictologie, qui a compté ? Absolument, c'est une histoire qui a beaucoup compté parce que il s'avérait qu'en 77-78, j'ai commencé en tant qu'interne en psychiatrie à travailler sur ces questions-là. On n'était pas nombreux à l'époque à s'occuper, à s'intéresser à ces questions-là. J'arrivais de Marseille, j'étais arrivé pour mon poste à Annecy et une équipe d'infirmières avec un autre interne commençait à s'intéresser à ces jeunes qui arrivaient à l'hôpital psychiatrique. Qui les étaient drogués, très mal comme on reçus. disait, les drogués. Exactement, les toxicomanes, etc. À la fois très attachants, mais absolument ingérables à l'hôpital. Et donc, on a créé un centre d'accueil qui existe d'ailleurs toujours, qui s'est développé depuis. Il faut comprendre dans le contexte que depuis une dizaine d'années se développaient, dans les années 70, donc ces consommations de drogue chez des jeunes. Il faut se rappeler aussi que c'était tout à fait nouveau comme phénomène historique. C'était à Paris comme à Berlin. Absolument, absolument. On peut faire un strict parallèle. C'est une histoire qui n'est pas étrangère, quoi. Ou à Marseille, ou à Annecy, où j'étais, c'était pareil. Il y avait une forme, à la fois de leur côté, du côté de ces jeunes, une forme d'héroïsme noir, mais enfin d'héroïsme derrière ça. D'héroïsme aussi à la recherche d'une vie nouvelle, d'une construction d'une société nouvelle aussi. Ça prenait différentes formes, mais ces consommations-là se retrouvaient ensemble. L'histoire de Christiane F., c'est aussi une histoire de recherche de relations avec d'autres, de groupes. C'est ça qui est marquant. Et c'est parce elle se sent autant abandonnée, aussi seule qu'elle ne l'était à l'époque, qu'elle va aussi à fond dans ce groupe qui est de jeunes qui est désespérés. Affectif, rassurant en même temps. Absolument. Et qui est un refuge pour Absolument. le cœur. Et puis en même temps, avec le mouvement punk, c'était les années, fin des années 70, c'est effectivement aussi des chanteurs extraordinairement, enfin le rock, le pop, la pop, tout ça, qui était complètement nouveau en termes de culture. Tout ça se rencontre, se mélange. Pour essayer de découvrir quelque chose, voilà, et prendre des risques certainement énormes par rapport à mais ce qu'on ne connaissait pas. Mais on ne connaissait pas le risque. On ne connaissait pas le risque, on ne le connaissait pas bien, et très peu le savaient, en réalité sur le plan scientifique même. Et ce qu'on voit se profiler, c'est l'histoire d'après, c'est l'histoire du sida, parce que l'histoire des seringues pas propres, Christiane F., aujourd'hui encore, a une hépatite C, qu'elle a contractée à cette époque avec ses seringues sales. Mais elle a échappé au sida en vérité par miracle. Absolument, absolument. C'est vrai, parce que quelques années plus tard, si elle avait commencé à s'injecter dans le début des années 80-85, là, le sida se répandait parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse. Ce qui m'a frappé dans votre récit, dans ce récit de Christiane F., c'est que à l'époque, ce qui manquait et qu'on a appris à comprendre et à faire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réduction des risques. C'est-à-dire apprendre et aider ces personnes, jeunes y compris, avoir des seringues propres. Avoir des seringues propres et à savoir gérer les risques qu'ils prennent, à pouvoir aussi les connaître et avoir les outils pour s'en protéger. Il a fallu combien d'années pour aller sur ce terrain de la réduction des risques, qui encore aujourd'hui a ses ennemis dans la société, parce que ce sont les distributeurs de seringues qu'on trouve au coin de la rue, ce sont les centres où on peut aller s'injecter la drogue en toute sécurité, en toute hygiène. Tout à fait. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est l'épidémie de sida qui a fait un choc révélateur. Alors, un choc révélateur à la fois qu'on se trompait en voulant absolument que les gens s'arrêtent avant tout, alors qu'en réalité, ce qui était le plus important, c'est qu'ils se protègent des risques pour rester vivants et pour pouvoir s'arrêter le moment venu. Mais ce qui nous a un peu aveuglés, y compris d'ailleurs le stéréotype qui est devenu l'histoire de Christiane F., c'est que c'est pas qu'une question de jeunes adolescents, les questions d'addiction, de drogue et de toxicomanie. Et on n'a pas du tout vu, dans ces années-là, que la diffusion de l'héroïne en particulier dans les banlieues.
dans les banlieues de toutes les grandes cités Vous voulez européennes. dire ouvrières, Ouvrières, avec beaucoup travailleuses. d'immigration aussi. Aussi. Et c'est avec le sida qu'on a vu dans les hôpitaux arriver ces jeunes, plus âgés que Christiane F., mais ces jeunes arrivés infectés par le VIH et mourant par centaines et par milliers. L'héroïne a disparu à un moment, ça n'était pas la drogue à la mode, et on dit qu'elle est revenue. Ma question est donc très simple, est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelque part à Paris, une Christiane F. de 13 ans? D'abord, l'héroïne n'a pas vraiment disparu. Elle n'a jamais vraiment disparu. Elle est passée au second plan. Il y a d'autres drogues qui sont arrivées, qui ont pris le dessus, enfin sur le plan médiatique en tout cas. Mais oui, il y a bien sûr, il y a des jeunes qui sont en errance aujourd'hui, parfois très jeunes, à Paris comme dans d'autres capitales, dans d'autres lieux. D'ailleurs, on crée des lieux d'accueil spécifiques pour ces jeunes qui sont en errance tout seuls, souvent à l'abandon, qui vont prendre plein de drogues. Pas que de l'héroïne en l'occurrence. Pas que de l'héroïne. Et on peut dire qu'à Paris, aujourd'hui, c'est plus l'héroïne qui est, comment dire, l'emblème de ces jeunes en grande difficulté, qui en pleine marginalité, c'est plutôt le crack. Qui est un résidu de la fabrication de la cocaïne. C'est la cocaïne qui est basée, comme on dit, pour être fumée, en fait. C'est de la cocaïne quand même, c'est exactement la même chose, sauf que la puissance d'action est multipliée par 10, voire plus. Donc, c'est Et la l'immédiateté. puissance de destruction aussi. La puissance de destruction éventuellement, mais ce qui est très important, ce qu'on a appris depuis l'histoire de Christiane F., c'est qu'il n'y a pas qu'un facteur, c'est pas qu'une rencontre entre une drogue et une personne, c'est aussi tout un contexte. D'ailleurs, son histoire le raconte bien. Oui, l'histoire raconte l'échec des parents, la séparation, le divorce. La maltraitance. La maltraitance, le renvoi des animaux, enfin tout un tas de facteurs qui font qu'à un moment, elle reste pas à la maison et c'est fini. Et qu'elle est dans l'abandon, et ce qu'elle cherche à tout prix, c'est à pouvoir s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, à des personnes comme elle, etc. Et ça existe aussi aujourd'hui, bien entendu. Mais je trouve que le parallèle le plus intéressant, c'est que vous disiez l'héroïne a disparu. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des dizaines et des milliers d'overdoses mortelles avec l'héroïne, non pas en France, heureusement, mais aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une diffusion considérable de ce qu'on appelle les opioïdes, qui sont des médicaments prescrits contre la douleur, qui sont de la même famille que l'héroïne, les opiacés, et qui ont créé de telles dépendances, mais dans la société américaine, ils ont fait le compte depuis 20 ans, 400 000 Américains qui sont morts d'overdose à cause de ces produits. Et souvent, comme ils n'en trouvent plus, ou que ça suffit plus, le tramadol, J'ai raconté etc., une histoire comme celle-là. ils vont vers l'héroïne, et il y a un retour d'héroïne. En France, heureusement, le dispositif que l'on a nous protège partiellement. Sans doute, il faut faire attention d'aller trop vite par rapport à ça. Mais on ne vit pas exactement la même Mais concrètement, est-ce qu'il est possible, vous qui agissez sur le terrain, vous pouvez me répondre, est-ce qu'il est possible qu'à cette heure-ci, il y ait quelque part une enfant de 13 ans qui consomme du crack, qui sont en situation de danger physique, et que l'on trouvera peut-être derrière la porte d'un WC, morte? C'est fort possible, mais je suis obligé d'ajouter tout de suite, mais relativisons, parce qu'il y a peut-être cette possibilité-là, cette situation-là, mais il y en a tellement d'autres qui sont tout aussi dramatiques, qu'on ne voit pas si on regarde les questions de drogue et d'addiction qu'à travers ce prisme-là, ce stéréotype-là, du très jeune qui part à la dérive et qui va se retrouver dans la rue et avec de gros risques, etc. La situation la plus répandue, c'est l'alcool. Elle en parle d'ailleurs, parce que c'est une expérience assez brutale pour sa elle. première cuite à 12 ans. Oui, exactement. Mais on passe ça sous silence. C'est marrant. Enfin, c'est bizarre, mais en fait, le phénomène le plus important aujourd'hui, c'est la question de l'alcool chez les jeunes, et les jeunes très jeunes. Donc, ouvrons les yeux. C'est pas forcément les drogues dites la drogue, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, c'est les drogues qui sont les principales préoccupations qu'on doit avoir en tant qu'adulte. Les médicaments qu'elle prenait, là, ces éphédrines, ces mandrax, ce captagon, ça existe toujours, ça? Non. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Je parlais des opioïdes tout à l'heure. Donc ça, ce sont les antidouleurs. Ce sont les antidouleurs qui sont... On a eu toute une... Qu'on récupère dans l'armoire de mamie, on mange la première plaque, et puis après on cherche à s'en trouver, et on en trouve au marché noir.
où c'est la mamie qui est dépendante et qui peut faire une overdose. Aujourd'hui, c'est ça. C'est les différentes facettes, les différents visages des toxicomanies ou des addictions ne sont pas la propriété aux particuliers, aux jeunes et aux adolescents. C'est ça qui est le phénomène c'est tellement diversifié, puisqu'on parle aussi d'addiction sans drogue, d'addiction au jeu, d'addiction au sexe, d'addiction au travail, etc., etc. C'est des réalités. Des gens souffrent pas parce qu'ils ont un objet de satisfaction qu'ils ne contrôlent plus, mais parce qu'ils ont toute une série de raisons de prendre ces produits, de se confier à l'emprise de ces objets pour pouvoir apaiser, pour trouver un équilibre, pour pouvoir trouver aussi une socialisation. C'est ça les vraies motivations de consommation. Pour en revenir à Christiane F., à 57 ans aujourd'hui, elle est toujours sous méthadone, c'est-à-dire sous substitut de l'héroïne. Ça pourrait être aussi du Subutex, ce sont les deux produits. C'est inévitable, ça, lorsqu'on a été addict, comme elle l'a été toute son adolescence, de se retrouver à 57 balais sous méthadone. Oui. Juste une petite parenthèse avant de vous répondre, c'est que vous avez cité Narconon. Ouais. La première structure à laquelle, où elle est un peu obligée d'aller en Allemagne, c'est Narconon. Narconon, c'était le nom, c'est toujours d'ailleurs, je crois encore, le nom des structures d'accueil pour toxicomanes d'une secte qui s'appelle l'Église de Scientologie. Et vous avez pu lire un peu la mascarade qui était en fait n'importe quoi était pu être fait, et des sectes s'en sont pas mal emparés à l'époque. Et donc c'était vraiment du n'importe quoi. D'accord, et même dangereux. C'est bien de le dire. Oui. Et puis, effectivement, on a tardivement en France découvert les traitements de substitution, dont la méthadone. La méthadone, c'est un espoir extraordinaire qui est arrivé par rapport aux personnes dépendantes des opiacés, donc de l'héroïne. Ça a sauvé énormément de vies, en France comme ailleurs. Mais il était prévu que ça dure jusqu'à la mort ? Jusqu'à la fin des jours, Alors on ne se sèvre pas de la méthadone. C'est des choses qu'on a apprises aussi au fur et à mesure. Je me souviens, le premier programme, je le racontais ce matin des équipes, le premier programme qu'on a ouvert, nous, dans les Hauts-de-Seine, c'était en 93, on s'était dit, ça dure 2 ans. Au bout de 2 ans... On les sèvre. Voilà, ils sont guéris, il n'y a pas besoin d'imaginer. D'accord ? Et bien, on s'est aperçu très vite, en fait, que c'était une erreur complète conceptuelle, c'est-à-dire de se dire que la personne va pouvoir, comme ça, miraculeusement, changer de vie, changer de mode de vie, etc. En réalité, ça prend du temps. Et son histoire, à Christiane F., son histoire qui a suivi le livre de 78, le montre très bien. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, et des moments... Elle a un vécu très, très riche. Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'un adulte, au bord de la retraite, donc à 57 balais, prenne de la méthadone ou du Subutex. Je vais vous surprendre, mais je suis très affirmatif. Aucun problème. Aucun problème, parce que c'est une des rares substances, les opiacés, c'est comme ça, qui n'ont pas d'effet délétère sur l'organisme. D'accord ? Donc on peut en prendre régulièrement. Le seul problème principal, c'est celui de dépasser la dose, de faire une overdose et donc de bloquer tous les systèmes qui commandent la respiration et l'activité cardiaque. C'est comme ça qu'on peut en mourir. Mais sinon, contrairement à l'alcool, par exemple, ou à d'autres drogues comme les amphétamines ou autres, la prise régulière d'un opiacé n'est pas en soi toxique. Merci beaucoup, Dr Morel, d'avoir revisité cette histoire, celle de Christiane F., tirée de ce livre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée », que vous trouverez chez Folio. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable à Châteauroux, dans le parc du Château Raoul, du 22 décembre au 5 janvier. Embarquez pour un voyage à travers le temps d'une dizaine de minutes, rythmé au son d'une musique envoûtante. Découvrez l'histoire fascinante du Château Raoul, mise en valeur par un spectacle éblouissant de lumière. Laissez-vous guider et rejoignez-nous tous les soirs de 18h à 20h pour vivre une expérience féerique. Entrée gratuite et sans inscription. Plus d'infos sur www.indre.fr. Une initiative du département de l'Indre.